Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir à peu près nombreux dans cet amphi sur une conférence dont le thème pouvait apparaître un peu foutraque quand même, le droit dans les jeux vidéo. Je voudrais remercier la Corpo d'avoir accepté d'organiser ça sans même nous demander de voter pour eux une seule fois, c'est quand même vachement beau. Donc voilà. La conférence va être divisée en deux temps globalement. Je vais monopoliser la parole pendant entre 30 et 40 minutes et je céderai la parole ensuite à Mathieu qui vous parlera, forcément c'est lui vu qu'on est que deux, qui vous parlera les 20-25 minutes suivantes je crois. Et on laissera ensuite du temps aux questions en comptant que n'hésitez pas à... Bonjour mesdemoiselles. En comptant que n'hésitez pas à la rigueur à m'interrompre pendant que je parle si vous voulez, je sais pas, si vous avez une question brève ou un truc si je suis pas clair ou quoi. Alors donc le droit dans les jeux vidéo. Je vais commencer par poser quelques questions préliminaires qui peuvent. Il faut que je clique du coup. Qui peuvent sembler n'avoir à peu près rien à voir avec le sujet du droit dans les jeux vidéo. La première question, c'est est-ce que Rick Descartes est un répliquant? Est-ce que vous voyez le... La photo. Une petite réponse serait bienvenue. Est-ce que vous voyez la photo? Merde. Bon, vous voyez le film Blade Runner avec Harrison Ford? Non. Parfait. Culture filmographique. Bon, le personnage s'appelle Rick Descartes. Un gros truc du film, c'est est-ce que c'est un répliquant ou pas? Est-ce que Dominic Cobb est encore dans un rêve à la fin de Inception? Ouais, le mauvais film du mauvais réalisateur des mauvais Batman. Combien Doran Martell a-t-il d'enfants? Ça, c'est Alexander Siddig qui joue Doran Martell dans la série Game of Thrones. Et Meryl Silverberg, est-elle vivante ou pas? Ouais, ça c'était fait exprès. Là-bas, ça passe. Metal Gear Solid et Police Notes. Police Notes étant vachement moins connu. Donc voilà, c'est des questions préliminaires sur lesquelles je vais revenir pour vous montrer qu'on peut commencer par des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet, mais qu'on peut quand même les y rattacher, ça m'amuse. Il faut voir que le droit a toujours intéressé les arts et qu'en retour, c'est-à-dire que les arts se sont intéressés au droit et qu'en retour, les juristes se sont intéressés aux arts. On retrouve un mouvement du droit et des arts. Alors on trouve le Law and Literature. On trouve également une étude, un colloque sur le droit et le rock, il y a un colloque sur le droit et l'opéra. Il y a plusieurs études sur le droit et les univers de fiction. Il y a le pôle de Strasbourg, vous avez l'image. Ça montre que le juriste aime toujours se saisir du droit dans des trucs qui sont a priori pas juridiques. Il n'y avait rien sur le jeu vidéo a priori jusqu'à présent, puisqu'il y avait des études du droit appliquées au jeu vidéo, mais pas d'études de est-ce qu'il y a du droit dans le jeu vidéo, et du coup de ce que le jeu vidéo peut révéler du droit positif. On s'est dit que ce serait un peu con de rester sur cette situation où il n'y a rien, donc on s'est dit qu'on allait faire quelque chose. Je ne sais pas si ce sera bien, mais au moins on aura tenté. Il semble que si on analyse le droit dans les jeux vidéo, on peut voir deux aspects. On pourrait d'abord voir un premier aspect où le droit interviendrait soit comme élément d'histoire du jeu, dans le jeu, soit comme élément de gameplay. Et là, le droit serait présenté directement comme étant du droit. Gameplay pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer. On peut aussi imaginer un autre type de jeu vidéo où on aurait des relations qui pourraient s'apparenter à des relations juridiques, mais présentées comme des relations de la vie de tous les jours. On aurait donc soit dans l'histoire, soit avec les PNJ, donc dans le lore du jeu ou avec les PNJ, on pourrait avoir quelque chose qui pourrait être présenté comme étant du droit. Donc ça va être à peu près les deux temps de la présentation que je vais faire.
en montrant d'abord la représentation du droit dans les jeux vidéo, qui est à mon avis satirique et révélatrice de la perception de l'institution judiciaire. C'est un gros titre. J'aime bien les gros titres. Alors, il faut distinguer à mon avis d'abord le droit et la justice. Le droit, c'est un ensemble de normes, pour le dire très vite. Et la justice, ça peut avoir deux sens. On peut d'abord parler de justice au sens philosophique du terme. Et là, c'est les grands principes de ce qui est juste, donner à chacun ce qui lui revient, Aristote, toutes ces choses-là. Et on peut aussi avoir une représentation de la justice comme le tribunal, le judiciaire. Le jeu vidéo, souvent, utilise la justice plus que le droit, et la justice au sens philosophique. Je prends l'exemple, on a des jeux vidéo sans représentation juridique, mais avec une espèce de représentation d'une justice. Si je fais alors en partant par la fin, Tetris, il n'y a pas de justice, c'est juste des blocs qui tombent. Là, on est dans l'exemple typique d'un jeu où il n'y a strictement aucune représentation de quoi que ce soit. Ouais, il y a des blocs quand même, mais droit, justice, ça va être assez dur de faire le lien. Si on prend la première image, c'est Space Invaders. La motivation du joueur pour tuer les vilains aliens, on a quand même un aspect de justice. On a les méchants aliens qui arrivent pour envahir le monde et les gentils vaisseaux spatiaux, japonais a priori, pour une fois, qui sauvent le monde en détruisant les méchants extraterrestres. Quand on a, si on prend le premier Donkey Kong, qui a introduit le personnage qui deviendra après Mario Bros, on a la princesse qui est enlevée par le méchant gorille et on a le gentil charpentier, à l'époque il n'était pas encore plombier, qui vient délivrer la princesse. Donc on a cette espèce d'idée de justice, mais presque intrinsèque, qui vient motiver le joueur à faire ce qu'on lui demande de faire. Cependant, c'est plus un aspect de la justice qu'un aspect du droit. Le jeu vidéo peut aussi véhiculer des choses qu'on retrouve normalement dans le milieu de la justice, mais sans pour autant mobiliser des éléments du droit. Je prends quelques exemples de jeux récents. On a par exemple les jeux d'enquête comme Elle est noire, ou plus vieux, Croisière pour un cadavre. On a encore The Wolf Among Us, qui sont des jeux d'enquête, mais on enquête sur des crimes, donc des vols, ce genre de choses, des trucs qui sont a priori illégaux, sans pour autant que le droit soit ce qui mue le joueur. C'est une idée de justice et de réparer le mal et de faire le bien. On a à l'inverse des jeux vidéo qui se basent sur l'idée d'injustice, où il faut faire des choses injustes, c'est faire des choses injustes qui sont utilisées pour que le joueur ait envie d'avancer. Bon, l'exemple le plus typique, c'est GTA. On a aussi Carmageddon, Postal 2. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ou si vous connaissez le jeu. Là, globalement, le type est en train d'utiliser un lance-flamme pour brûler des gens. Et Hatred, qui a pas mal fait parler de lui, parce que globalement, c'est un type qui est suicidaire et qui, du coup, décide de tuer tout le monde avant de se suicider. C'est un peu une Death by Cop, mais en version très très grosse. Si on veut voir du droit dans le jeu vidéo, il me semble qu'il faut se tourner vers une représentation spécifique du droit qui est la représentation du procès. Alors on trouve d'abord des jeux vidéo où le procès n'est évoqué que de façon approximative et que de façon très partielle. Je prends un premier exemple avec Kingdom Hearts, premier du nom, où dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, c'est déjà dans l'œuvre originale de Lewis Carroll et dans le dessin animé, on a un espèce de procès à un moment. Il y a aussi le procès de Batman par Double Face qui se transforme en procès de Double Face au début de Batman Arkham City. On a aussi une très courte scène de procès dans Final Fantasy X. J'ai vachement cherché pour m'en souvenir parce qu'elle est totalement anecdotique, mais il y a un procès. Et on a par exemple un niveau dans un tribunal dans Hitman Absolution. Cependant, c'est une représentation du procès qui est très très limitée et où c'est juste au détail du jeu, au détail de l'histoire, on montre un espèce de procès. On a d'autres jeux. Là, on ne voit plus rien, mais c'est normal. On a d'autres jeux qui mettent le procès directement au centre de leur gameplay et de leur histoire. Alors, j'en ai retenu 5. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. J'ai pu en oublier, mais on a la série des Ace Attorney. Un jeu qui est globalement inconnu, mais qui est très intéressant, qui s'appelle Aviary Attorney, qui est un petit jeu indépendant britannique qui se passe en France en 1848. Et qui reprend globalement des musiques classiques, entre autres le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, et qui reprend des illustrations d'un illustrateur connu, mais dont le nom m'échappe subitement. On a Harvey Birdman, Attorney at Law, qui est sorti sur Wii et sur PSP,
qui n'est pas très connu en France a priori, mais qui reprend une série télé américaine cartoon des années 2000. Il y a un jeu mobile qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Devil's Attorney, et il y a toute une tripotée d'adaptations vidéoludiques de la série Law & Order. Alors, je vais vous parler plutôt des 4 premiers, parce que Law & Order n'a de jeu vidéo que le nom. Hein. En fait, c'est plus un épisode de la série vaguement interactif, mais en termes d'interactivité, ça reste à revoir, à mon avis. C'est un petit jugement de valeur, mais il est intéressant de voir que le jeu vidéo peut proposer une critique sociale du monde du droit. On a d'abord une critique de l'avocat arriviste, qu'on retrouve dans Devil's Attorney, puisqu'on a un avocat dont le but c'est uniquement, je vous montre quelques images du jeu, dont le but c'est uniquement de gagner ses procès pour augmenter son niveau de vie, qui lui permettra d'être plus efficace pour falsifier des preuves, pour interroger de façon plus violente les témoins, ce genre de choses. Son but, c'est uniquement de faire de l'argent. Alors certes, c'est un jeu mobile et j'en fais peut-être une lecture trop poussée, mais il me semble qu'on peut y voir une petite critique de cette espèce d'avocat qui n'a aucune morale et qui ne pense qu'à faire de l'argent. On peut aussi voir une espèce de critique du système judiciaire qui montre le procès comme étant une farce. Et là, je prends des exemples de Harvey Birdman, donc un témoin qui tient une poupée gonflable. Voilà, c'était marrant. Le juge, ou encore le personnage principal qui est un imbécile fini, il faut quand même le dire, puisqu'il ne sait pas ce qu'il faut faire avec les preuves, il veut sentir des caleçons ou goûter un sac, voilà, c'est n'importe quoi. On a aussi une critique du procureur, qu'on retrouve plutôt dans la série des Ace Attorney, avec un procureur qui est au-dessus de la mêlée, au-dessus du juge et au-dessus même de la plèbe et des criminels qui le méprisent. Alors, je le dis de cette façon-là, mais en réalité, c'est une vraie critique du jeu, parce que c'est un jeu qui est japonais. Et au Japon, il faut voir que dans 80... Alors, je crois que les statistiques, c'est 99% des procès pénaux, l'accusé est condamné. C'est-à-dire que les procureurs ont cette espèce d'idée qu'ils sont les meilleurs, ils sont au-dessus de la société, c'est eux qui dirigent l'enquête, c'est eux qui dirigent le parquet, un petit peu comme en France. Mais voilà, ils ont cette image au Japon d'être un petit peu vaniteux. Et donc le jeu en fait une certaine critique. Les jeux vidéo peuvent aussi critiquer une justice expéditive, et c'est ce qu'on retrouve principalement dans la série des Phoenix Wright, des Ace Attorney, puisque, je ne sais pas si vous arrivez à lire le texte. Pas du tout. Du coup, je vais vous le lire. Je prends ma voix solennelle. Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire, mais rien n'a changé concernant le crime. En fait, les choses ont même empiré. Fini les procédures juridiques interminables. Il y a quelques années, les procès de première... Alors, le genre en français dit première instance, c'est les preliminary rulings. C'est pas exactement pareil, j'expliquerai la différence après. Les procès de première instance ont été limités à 3 jours. La plupart sont bouclés en une journée, principalement avec une condamnation de l'accusé. C'est pas les premières instances, c'est à peu près le même système qu'ils ont au Japon qu'aux États-Unis, où en fait, globalement, il y a une audition pour savoir si on va juger au fond ou pas. Je ne sais pas si dans les séries américaines, il y a ça en général, on passe devant le juge pour savoir si ça vaut la peine ou pas d'aller devant un grand jury. C'est globalement ça. Et donc le jeu montre une justice expéditive puisque la condamnation arrive au bout de 3 jours, en comptant que dans l'histoire du jeu, la peine de mort est en vigueur et est appliquée, et où le nombre d'innocents condamnés est relativement important. Donc il faut y voir, et de façon volontaire, hein, puisqu'il y a des traces des auteurs et des développeurs du jeu, c'était plus ou moins de façon volontaire une espèce de critique du système de justice japonais, qui a d'ailleurs été réformé, pas du tout à cause du jeu, c'était déjà dans les tuyaux, mais quelques années après la sortie du jeu. On peut y voir aussi une critique de la torture. Bon, là c'est facile, maintenant plus vraiment beaucoup de monde n'est pour la torture, mais à travers Aviary Attorney, qui se passe en France, donc c'est assez marrant. Le juge explique que nous n'allons pas vous forcer à parler sous la torture, nous ne vivons plus sous l'Ancien Régime après tout. Alors on pourrait s'interroger si le jeu vidéo ne montre pas des procès sans droit, puisque jusque-là j'ai parlé du tribunal, qui est une institution juridique a priori,
mais il n'y avait pas grand-chose de juridique en termes de délit, en termes de droit pénal, en termes de définition des crimes et délits. Et il est vrai que la plupart du temps, quand le jeu vidéo met en scène du droit, il le met en scène sans se poser trop de questions sur le fait de savoir si le vol est interdit, si le meurtre est interdit. On part du principe que c'est acquis, sans pour autant poser la définition de ce que c'est qu'un vol ou de ce que c'est qu'un meurtre. Parce que vous savez qu'on ne définit pas tous le vol de la même façon. Le droit français a juste un petit article. En anglais, ils ont toute une loi de plusieurs dizaines de pages destinée à définir ce qu'est le vol. Et il y a tous les cas détaillés de ce qui constitue un vol. Alors on trouve quand même quelques exemples intéressants. Dans Ace Attorney, on trouve des exemples de règles de preuve. Comment est-ce qu'on peut lancer la preuve dans un procès ? On trouve aussi dans Ace Attorney une mention, je reste sur ça parce que j'ai pas pu l'illustrer. On trouve une mention de l'immunité diplomatique. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est la scène de L'Arme Fatale 4 où un diplomate dit « j'ai l'immunité diplomatique » et c'est pas grave. Non mais vous êtes trop jeune, c'est pas votre génération, L'Arme Fatale, je comprends. On trouve aussi une mention de la règle non bis in idem. Je ne sais pas si vous voyez le fait qu'on ne peut pas être jugé 2 fois pour la même chose. Alors, c'est pas grave, vous amuserez. Non, la règle du non bis in idem, c'est le fait qu'on ne peut pas être accusé 2 fois pour les mêmes faits. Elle est reprise en France en droit pénal. En droit français, vous savez ou pas d'ailleurs que la règle n'est pas absolue. Elle est pas vraiment consacrée au niveau constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a rendu 2-3 décisions où c'était de l'entre-deux, mais c'est pas purement consacré. Et l'idée du non bis in idem, c'est qu'on ne peut pas être condamné du coup 2 fois. Par exemple, si pour les mêmes faits, vous pouvez pas être condamné ou acquitté une première fois pour crime, puis pour homicide involontaire. Par contre, en droit français, vous pouvez être pour les mêmes faits condamné au pénal et condamné devant les juridictions administratives. Dans les cas de délit d'initié, ça arrive souvent, c'est un délit pénal, mais c'est aussi une incrimination administrative. Vous pouvez, en droit français, avoir une amende pénale et une amende administrative. Il y a aussi une mention des règles de prescription dans la série des Ace Attorney, ce qui est un truc important du droit pénal. De façon assez amusante, le jeu Aviary Attorney parle du serment du témoin et il ne se trompe pas en l'utilisant. Alors évidemment, il le donne en version anglaise. Je l'ai qui traîne en version française si j'arrive à le retrouver. Ouais, c'est là. Le serment des témoins, de parler sans haine, sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. C'est une règle de procédure pénale qui existait déjà en 1848, qui se retrouvait dans les articles 75 et 317 du Code d'instruction criminelle, et qui se retrouve aujourd'hui à l'article 331 du Code de procédure pénale. C'est assez marrant de voir que les développeurs et les auteurs du jeu sont quand même allés jusqu'à vérifier ce petit détail. On trouve également une mention de validité des témoignages, c'est pas super important, et on trouve un truc auquel personne n'aurait imaginé voir un jour, une référence à du droit administratif dans un jeu vidéo. Quand même un truc chiant comme le droit administratif, un truc où on est censé s'amuser comme le jeu vidéo, ben non, ça a été fait. Puisque dans Aviary Attorney, il y a une petite blague, un personnage marche sur un morceau de verre dans une rue, et il dit qu'il va se plaindre au gouvernement, donc on peut y voir une proto-responsabilité administrative. Alors c'est un peu anachronique, parce que le jeu se passe en 1848, et que la naissance de la responsabilité administrative, vous savez tous que c'est en... Alors, ceux qui ne sont pas en L1 n'ont pas d'excuse pour ne pas le savoir. 73, 1800, TC, Blanco, la petite Agnès Blanco qui se fait couper une jambe par des petits des chemins de fer, des chemins de fer à la sortie de mine. Tu vois la vague de repêchage là ? Ah c'est ça, c'est waouh. Non mais ça veut dire que c'est bien quoi. Il y a des gens ils perdent une jambe, après on gagne la responsabilité administrative. Je sais pas si ça valait le coup, peut-être. Alors, outre ces exemples, il me semble qu'on peut aussi voir les jeux vidéo comme illustrant des systèmes juridiques autonomes et complets. Là, on avait juste une illustration du procès. Il me semble qu'on peut aussi aller plus loin et voir dans certains jeux vidéo une illustration du droit positif de façon globale.
Alors, il y aura un premier exemple à travers le premier Zelda sur Game Boy où il est possible de voler un arc pour pas l'acheter parce qu'il coûte 980 rubis et que ça prend juste des heures de jeu. Donc il y a un moyen détourné de le voler qui est illustré à peu près, même si sur les images 5 heures on peut faire pareil avec l'arc. On pourrait voir une deuxième illustration avec GTA qui pourrait se présenter comme un système juridique. Cependant, ce n'est pas un système juridique complet pour au moins deux raisons. D'une, aussi bien dans l'exemple topique de Zelda que dans GTA, les choses sont illégales parce que tuer des gens, dans la plupart des systèmes juridiques, c'est illégal. A priori, sortir dans la rue avec un fusil à pompe, il n'y a pas beaucoup d'États où c'est légal, je pense même qu'il n'y en a aucun. Voler des trucs, c'est légal dans, à mon avis, aucun système juridique de la planète. Je ne connais pas les systèmes juridiques des presque 200 États, mais la plupart du... Donc on part du principe que c'est légal sans se poser plus de questions que ça. Il existe, à mon avis, quelques jeux vidéo qui, de façon totalement indirecte et à mon avis de façon totalement involontaire, posent un système qui ressemble à un système juridique, et j'irai même plus loin, qui met en œuvre tant des éléments de droit public que des éléments de droit civil. Et à mon avis, un des meilleurs exemples, c'est la série des Elder Scrolls, avec Morrowind, Oblivion et Skyrim. Et du coup, comme Skyrim est le dernier à être sorti, je prends l'exemple de Skyrim, parce qu'il est plus complet en plus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, j'espère que vous avez au moins tous entendu parler de Skyrim. Non, si vous me dites non, c'est pas grave, hein, je continue quand même. Alors, là, vous avez une carte du monde total. Ouais, mais moi je la vois pas. Alors globalement, là on est sur Skyrim. Donc c'est une province, ça c'est la carte totale du jeu. Donc le jeu se passe dans la province de Skyrim qui fait partie de l'empire qui est constitué des provinces de Skyrim, donc tout en haut, juste au-dessous Cyrodiil et à gauche High Rock. Je garde les versions anglaises parce que j'ai pas fait le jeu en français, donc je sais pas du tout quels sont les noms français. Donc on a un espèce de, à mon avis, de système juridique dans Skyrim. Pourquoi ? Parce que on a cette espèce d'empire qui ressemble quand même vachement à un État fédéral. Si on veut l'analyser en termes d'État fédéral, on peut même y retrouver les trois lois de George Sell. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, les trois lois de George Sell de la définition de l'État fédéral. Non, j'arrive dessus. Hein. Le principe de participation, le principe d'autonomie, le principe de superposition. Non ? Je vais trop loin. C'est méchant. Alors, les trois lois de Sell, c'est le fait que dans un État fédéral, on a deux ordres juridiques superposés. On a l'ordre de l'État fédéral et les ordres distincts des États fédérés. C'est le principe de superposition. On a le principe d'autonomie, c'est le fait que chaque ordre juridique a des compétences propres. Et on a le principe de participation, c'est le fait que les États fédérés participent à l'édiction normative de l'État fédéral. Là, tout de suite, ça devient vachement juridique et vachement plus chiant quand même. Déjà que c'est pas super intéressant à la base. Donc, on peut faire une lecture de Skyrim sous cet angle-là. On peut aussi s'amuser à voir que Skyrim lui-même, la province elle-même, est divisée comme un État fédéral. Puisqu'on a un roi avec 9 provinces qui fonctionnent exactement de la même façon. Donc on a un empereur qui est le pouvoir politique, qui est un pouvoir centralisé. Hein. On a le haut roi de Skyrim à droite. On a les différentes provinces de Skyrim. Chaque province est gouvernée par ce qu'on appelle un jarl. Alors c'est un vrai mot, c'est pas un mot qui est inventé pour le jeu. Les jarls, c'était chez les Vikings, c'était le nom des chefs de clan, globalement. Donc voilà, on peut voir l'État on peut voir l'empire comme un État fédéral, comme je viens de le dire. C'est cool, vous avez la carte avec les autres États. Alors cet empire qui a plusieurs compétences, d'ailleurs juridiques, on peut lui voir une compétence fiscale. Il a la compétence au niveau de l'armée. Il a des compétences en matière de droit de propriété aussi, qu'on retrouve en fait quand on lit tout le détail des jeux. Il y a des bouquins dans les jeux
qui illustre certains éléments d'histoire, et du coup on peut y retrouver un exemple où l'Empire prend une mesure relative aux droits de propriété sur tout le reste, sur la province de Skyrim d'ailleurs. Et voilà, Skyrim, un État fédéral dans l'État fédéral. Alors pour élire le haut roi de Skyrim, en fait, dans le jeu, on convoque un moot. Là encore, le terme moot n'est pas un terme inventé. Moot, c'est le nom des réunions. C'est plus chez les Vikings, c'est plutôt chez les Écossais. Les chefs de clan qui se réunissaient chez les Écossais, ça s'appelait des moots. Voilà, vous aurez appris 2 vrais trucs au moins dans la journée, qui ne servent à rien a priori, mais... Ouais, c'est ça, moot dans une soirée. Ouais. Dans Skyrim, on peut aussi voir du droit pénal, puisque certains crimes sont punis. Alors, pour le dire vite, on a les agressions, les meurtres, le fait de tuer des animaux domestiques. On a aussi le fait de se nourrir sur un cadavre qui est puni. Le fait de se nourrir de sang de quelqu'un quand on est un vampire, qui est puni. On a le vol d'objets, le vol de chevaux, le fait de pickpocketer ou encore le crochetage de serrure. Il y a un crime qui est super dur à faire dans le jeu en plus, qui est le crime de trouble à l'ordre public de la cour du Jarl. Globalement, il faut balancer plein de conneries devant le Jarl et à un moment, les gardes commencent à pas être contents. Si on ramasse pas ce qu'on a jeté, on peut se retrouver avec une petite prime sur la tête. C'est très marrant à faire. Ça sert à rien, mais c'est toujours marrant. Il y a également la possession de certains items qui est interdite. Je reviendrai plus tard après. Il y en a 2-3 autres. Je passe, c'est le détail. On illustre le droit pénal dans Skyrim parce que quand on commet un crime, on se retrouve avec une prime sur notre tête et on est poursuivi par les gardes qui soit veulent nous mettre en prison, soit nous tuer si on riposte par la force. Donc si on se fait tuer, forcément, il faut recharger une partie, quoi, ça ne marche pas. Et on peut du coup se faire arrêter. Et là, il y a plusieurs possibilités. On peut soit payer la prime et du coup se retrouver au cachot dépossédé, enfin se retrouver à la sortie du cachot dépossédé de nos objets volés. On peut aussi purger notre peine de prison, qui dure un maximum de 7 jours dans le jeu, donc on peut en déduire que la peine maximale de prison, c'est de 7 jours. Et on peut également, si on fait partie de la guilde des voleurs, payer une prime pour que le garde arrête de nous embêter, ce qui implique qu'on peut garder nos objets volés et qu'on ne va pas en prison. Alors on pourrait se dire que le fait de payer sa prime comme ça, c'est pas juridique, quoi. C'est un truc, on fait ça en douce, on lui file un pot de vin et c'est pas juridique. Cependant, la façon dont on est obligé d'observer le droit dans un jeu vidéo ou dans n'importe quel univers de fiction, on est obligé d'avoir une approche empirique. Évidemment, on n'a pas accès à des textes, on ne sait pas s'il y en a. On n'a pas accès à des jurisprudences, on ne sait pas s'il y en a. On est donc obligé d'avoir une approche empirique. Et si on a une approche empirique dans cette situation-là, il semble que dès qu'on est membre de cette guilde des voleurs, on peut on peut directement payer le garde pour baisser notre prime. Donc, d'un point de vue strictement empirique, c'est équivalent à une mesure juridique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère. On a aussi du droit privé avec un exemple de droit de propriété, puisqu'on peut voler des choses. On a aussi, c'est assez débile, on a un exemple d'héritage. Dans Skyrim, il y a un droit des successions. Parce que quand certaines personnes meurent, elles peuvent vous léguer des trucs. C'est là qu'on voit que les provinces ont une compétence fiscale aussi, parce que quand on nous lègue des trucs, les provinces se prennent 10% de taxes dessus. Donc elles ont une compétence fiscale. Le droit fiscal de Skyrim, sans déconner, ça devrait être un cours complet. Je suis sûr qu'il y aurait plus de monde que dans le vrai droit fiscal. Dans Skyrim, on peut se marier aussi. Voilà une illustration de mariage. On peut adopter des enfants. On ne peut pas divorcer par contre. Alors c'est marrant sur le mariage, c'est que le mariage... non, on ne peut pas divorcer par contre. Il n'y a pas de question de distinction de sexe ou de race. Alors je dis race parce que dans le jeu, il y a des reptiles, et il y a des chats géants, hein, globalement. Donc là, c'est vraiment pas les mêmes espèces que des humanoïdes. On s'en fout, on peut se marier avec qui on veut, homme, femme ou quoi. Par contre, il faut que la personne soit célibataire quand même. Donc il n'y a pas de polyandrie ou de polygamie. Et on ne peut pas divorcer. Et si l'époux meurt, il y a une façon de tuer son conjoint, une seule. Si on le fait,
ça c'est un bug du jeu en vrai, mais si on le fait, on ne peut pas se remarier. Donc voilà, ils sont super ouverts sur le mariage, mais par contre sur le divorce, c'est la mort. Il me semble cependant que cette vision du droit dans les jeux vidéo peut être vue aussi comme une rationalisation extrême et naturaliste de simples données fictives. Le titre est encore super long et j'adore les titres super longs. Je m'explique, et rapidement, parce que ça fait déjà trop longtemps que je parle. L'approche a été purement empirique pour illustrer du droit dans Skyrim, et on a uniquement utilisé des concepts qu'on utilise classiquement pour décrire le droit positif, pour décrire un monde imaginaire. Je retourne à mes 4 questions du début, et spécifiquement à la question du nombre d'enfants de Doran Martell, puisque globalement c'est la seule où il n'y a pas de spoilers. Sur les autres, on peut considérer qu'il y en a. Sur le nombre d'enfants d'un type dans la série, on s'en fout, c'est pas un spoiler. Il me semble que quand on se pose ce genre de questions, on part du présupposé que d'une, ces données sont connaissables, et de deux, qu'elles sont cohérentes. Et qu'elles sont cohérentes et rationnelles par rapport au monde fictif. Pourquoi est-ce que dans une histoire, c'est une histoire fictive, quoi, forcément, pourquoi est-ce que le concept de parenté marcherait de la même façon ? Et pourquoi est-ce que le temps se déroulerait de la même façon ? Et pourquoi est-ce que si on a 2 enfants à un moment, on ne pourrait pas en avoir 3 juste après ? A priori, on part tous du principe que ça marche comme ça. C'est entre autres ce qui fonde le principe de la suspension d'incrédulité. Quand vous allez au cinéma, ok, Superman il peut voler, ça marche, on s'en fout, c'est Superman. Mais si à côté la gravité arrête de fonctionner pendant le film, à un moment vous allez vous dire non, il y a un truc, ça marche pas quand même. Pourtant Superman il vole, ça pose aucun problème à personne. Mais si les choses ne sont pas cohérentes avec le monde réel, sauf les choses qu'on présente comme globalement pas cohérentes par principe dès le départ, le spectateur se retrouve un petit peu gêné et a tendance à trouver que ça ne marche pas. Trouver que c'est pas cohérent, qu'il y a des erreurs de scénario, ce genre de trucs. Alors, quand on regarde un film, c'est pas grave, c'est juste au pire un mauvais film. Si on veut essayer de s'amuser à faire une étude à peu près sérieuse d'une représentation quelconque, qui est là en l'occurrence du droit, dans un univers fictif, il faut faire attention à ces présupposés, parce que forcément, le discours qu'on produit va être tributaire de ces présupposés, notamment de cohérence, de rationalité, ce genre de choses. Donc, combien d'enfants a Doran Martell ? J'ai envie de vous dire, alors, je pense que vous avez tous à peu près vu Game of Thrones quand même, à peu près. Je pense que vous avez à peu près pas du tout tous lu Game of Thrones. Le personnage n'a pas le même nombre d'enfants dans la série télé que dans le bouquin. Donc déjà, on a 2 réponses possibles. Et j'ai envie de vous répondre, il n'existe pas Doran Martell. Donc, tout comme ce personnage, c'est un personnage, donc il n'a pas d'enfant, tout comme les autres personnages que j'ai pris au début comme exemple, c'est des personnages fictifs, ils n'existent pas, donc se poser une question sur leur statut, mort ou vivant, dans un rêve ou pas, ça n'a pas réellement plus de sens que ça par rapport au monde réel. Tout comme se poser la question de la présence de droit ou pas dans Skyrim, c'est un petit peu comme se poser la question de l'existence de dragons ou pas dans le monde réel. Il n'y a pas de dragon dans le monde réel, mais il n'y a pas de droit dans Skyrim. Bon, voilà. Ça, c'est plus une remarque de méthodologie qui est plus là pour faire chier le monde et qui n'est pas dramatique. On peut toujours commencer à s'amuser. Il y a un autre problème, par contre, qui, à mon avis, relève plus d'un problème méthodologique du droit, et je conclurai sur ça, puisque quand on a observé le droit dans un univers fictif, je reprends mon exemple de Skyrim parce que j'ai filé la métaphore sur ça, mais on peut le faire pour n'importe quel autre univers fictif, on est obligé d'avoir une approche empirique du droit, nécessairement, puisqu'on n'a accès qu'aux faits et pas au texte. Or, j'ai envie de vous demander, est-ce que le droit, c'est vraiment quelque chose de factuel ? Je m'explique. Pour savoir si quelque chose est illégal, admettons, j'arrive dans un pays étranger que je ne connais pas et dont je ne parle pas la langue, pour simplifier les choses, pour savoir si le meurtre est interdit, je ne vais pas commencer à tuer des gens dans la rue et voir si on m'arrête. A priori, si des gens raisonnent comme ça, je vous demande d'aller à l'asile psychiatrique le plus proche pour consulter, s'il vous plaît. Je ne vais pas voler des choses pour voir si la police arrive, si on m'arrête. Bon. De même, si je veux voir en France le droit des contrats, je ne vais pas observer les relations économiques entre plusieurs personnes et je ne vais pas regarder comment les gens achètent ou vendent des choses ou comment les gens signent des contrats. De même, si je veux connaître le mariage en France, je prends l'exemple de la France, je ne vais pas regarder comment les gens se marient. Si je veux connaître, je ne veux pas aller à la mairie, assister à toutes les cérémonies, ça ne va rien m'apprendre sur le droit du mariage.
Si je veux savoir, je reprends l'exemple du mariage, comment les gens se marient, ou si je veux savoir ce qui est légal ou illégal, en termes de crime, de vol, et ce qui est un crime, ce qui est un vol, je vais ouvrir a priori un code, je vais m'intéresser au texte. Et je ne vais pas regarder le fait. Pourquoi est-ce que les textes ont une valeur quelconque ? Parce que l'idée, c'est d'avoir une approche normative. Pourquoi est-ce que la loi, elle peut définir ce qui est un crime ou un délit, pour le dire vite ? Parce que la Constitution prévoit que le législateur peut le faire. En gros, quand j'étudie le droit français, je suppose la Constitution valide, je suppose que les lois et les règlements sont à leur tour valides, s'ils sont pris conformément à la Constitution, et du coup, les décisions juridictionnelles à leur tour ne sont valides que si, sur la forme, elles suivent les lois et les règlements, et que, sur le fond, elles appliquent la Constitution, les lois et les règlements. C'est pas parce que le juge dit quelque chose que cette chose est vraie ou pas. Le juge, il peut se tromper. Tout comme c'est pas parce que un ministre ou un membre du gouvernement dit quelque chose ou prend un acte que cet acte est nécessairement conforme au droit. L'acte, c'est du fait. Alors c'est du fait qui peut s'appliquer, qui peut être à peu près effectif, mais c'est pas du droit. Je prends un autre exemple. On va imaginer un État corrompu où il y a un individu, le chef d'une mafia quelconque locale, très très puissant, qui globalement peut commettre tous les crimes qu'il veut, il peut tuer tout le monde, vu qu'il est très très riche et qu'il a énormément de connexions, il suffit qu'il paye 2-3 pots de vin pour ne pas se retrouver inquiété par la justice. Factuellement, cette personne, on pourra dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut, et si on a une approche purement factuelle, on dira que bah non, il n'est pas devant un tribunal, donc ce qu'il fait c'est légal. Par contre, si on a une approche normative et qu'on compare les faits par rapport aux obligations posées par les normes, on s'apercevra que cette personne, ce qu'elle fait, c'est pas légal, qu'elle devrait aller en prison, mais qu'elle n'y va pas pour des raisons purement factuelles. Et il me semble que cette distinction qui nous amène à nous intéresser, à nous baser purement sur le fait dans une étude d'un univers fictif, on la reprend dans le monde réel. On a tendance à beaucoup trop s'intéresser à ce que dit le juge, plutôt qu'à ce que disent les énoncés, et à ne jamais comparer, ou à très rarement comparer ce que dit le juge par rapport à ce que disent les énoncés. Alors tous ces développements, en réalité, pour conclure sur ce point, ça peut paraître à peu près absurde, il n'y avait pas que ça. En vrai, j'avais aussi envie d'essayer de changer votre point de vue sur votre façon de voir le droit. Je ne pense pas que ça ait marché a priori, parce que c'est ce que tout le monde fait, donc on continuera à avoir une approche essentiellement empirique du droit et à regarder le droit dans la jurisprudence, dans les faits. Mais il y avait aussi un autre aspect, c'était que j'avais envie de passer quelques heures payées à jouer aux jeux vidéo pour faire cette présentation, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous en parler. Je cède la parole à mon éminent collègue Mathieu Gaille-Palette. Merci. Alors, je vais d'abord te prendre l'ordinateur. Bien sûr. C'est étrange. Donc, moi aussi, j'ai fait un PowerPoint. Il va être pas aussi joli, mais il y est aussi. Je vais le mettre si j'arrive à le faire fonctionner. Vas-y, meuble, dis des trucs. Bonjour. Ah oui, si, je vais faire les remerciements. Tiens, c'est parfait. Alors, je vais quand même remercier Jean de la Corpo. C'est très sympa de nous avoir permis de faire un peu cette conférence. Surtout sur des choses qu'on a... Est-ce que vous m'entendez si je parle ici ? Ah, parfait. Bon, j'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Donc, merci beaucoup. C'est des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de faire. D'habitude, ça nous sort un peu de nos bibliothèques et de nos livres. Donc, on lit d'autres livres, mais sur des trucs qui nous intéressent. C'est le plus sympa. Je vous remercie aussi d'être venu. C'est très sympa d'avoir fait le déplacement pour m'écouter. Vous allez voir, vous allez peut-être regretter un peu, mais c'est quand même gentil. Est-ce qu'on voit quelque chose ? On ne voit rien du tout. Comment tu lances le PowerPoint ? Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, c'est magnifique. Est-ce que vous voyez ? Parce que j'ai mis des images, ça me ferait chier que vous ne voyez rien. Alors oui, c'est beau et tout. Oh là là, je suis émerveillé par mon travail, c'est magnifique. Et c'est bien, il vaut mieux qu'il y en ait un qui le soit. Alors, au moins une personne qui est émerveillée comme ça, c'est cool. Exactement. Et puisque c'est moi, c'est l'important. Bref. Donc, moi, je vais vous parler... Alors, Sacha vous a parlé de la représentation du droit dans les jeux vidéo. Moi, je vais plus vous parler... Alors, il n'y a pas trop de suspense parce que c'est affiché en haut. Je vais plus vous parler de l'application de notre droit, du droit réel, donc c'est-à-dire du droit de l'État, du droit français, à l'intérieur des jeux vidéo et pas n'importe lesquels, à l'intérieur des jeux multijoueurs. Alors, si à première vue, je vais commencer par les jeux solo, si à première vue dans les jeux solo, on peut considérer que le droit ne s'applique pas,
dans les jeux type Skyrim, type Bioshock, Mario, Zelda, etc., etc. Vous choisissez un que vous connaissez. Si dans ces jeux, le droit ne semble pas s'appliquer, c'est parce que d'abord, il manque un point politique important, c'est-à-dire le point des interactions. D'un point de vue purement politique, le droit vise à réguler les rapports entre les hommes, à organiser les rapports sociaux au sein d'une communauté pour, alors ça, les gens ne sont pas tout à fait d'accord, mais pour le bonheur, pour la paix dans le monde, enfin, etc., vous en choisissez un. Or, quand vous jouez à un jeu vidéo solo, vous êtes seul face à votre ordinateur, et dans le jeu, tous les personnages que vous allez rencontrer, ce ne sont que des personnages scénarisés. Ils auront été totalement modelés par le créateur du jeu, par les développeurs, et toutes leurs actions auront été prévues. Il n'y a rien, en fait, il n'y a aucun imprévu, même si les développeurs essaient de vous faire croire que vous pouvez faire ce que vous voulez, ce n'est pas vrai. Du coup, en fait, il manque ce côté d'interaction. Pourquoi j'ai choisi les jeux multijoueurs? Justement parce qu'on va le retrouver, et je vais m'intéresser dans les jeux multijoueurs à une catégorie de jeux un peu plus restreinte, les MMORPG, donc c'est-à-dire les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, et les mondes virtuels. Ce n'est pas exactement la même chose. Alors, c'est-à-dire, je vais commencer par les mondes virtuels parce que c'est le plus large. C'est le plus large, on va dire. C'est le plus large, c'est-à-dire qu'un monde virtuel, c'est un monde donc en ligne, donc connecté par des ordinateurs, un monde persistant, c'est-à-dire que votre joueur, quand vous allez vous déconnecter, le monde continue de jouer sans vous, dans lequel vous allez jouer avec un avatar et vous allez jouer connecté avec un grand nombre de personnes simultanément, et c'est tout. C'est-à-dire que ce jeu, de manière la plus basique, les mondes virtuels sont des mondes qui ne sont pas scénarisés, vous faites un peu ce que vous voulez. On vous donne un monde totalement vierge, et vous en faites ce que vous voulez, vous n'avez pas de but, vous n'avez pas d'objectif, vous modélisez le monde comme vous le souhaitez, enfin comme vous le souhaitez avec les autres joueurs bien entendu, et en fait c'est ce qu'on appelle un peu des simulateurs de vie, donc là je vous en ai cité deux, est-ce que vous voulez, on les voit, c'est merveilleux. Donc Second Life et Abo, donc c'est les deux plus connus, même si l'un est un peu mort. Donc ils sont totalement vierges, et c'est la différence justement avec les MMORPG. Les MMORPG, cette fois-ci, sont des mondes virtuels, mais ce sont des mondes virtuels scénarisés. Le monde aura été créé, il aura une histoire, il y aura des races qui aussi auront une histoire. Vous allez rencontrer des personnages non joueurs qui auront également un background, une lore. Et vous allez avoir des quêtes, différentes quêtes qui auront été scénarisées. Il y aura un but autre qu'en fait de faire ce qu'on veut. Donc, dans ces deux types de jeux, l'intérêt, c'est qu'en fait, vous allez vous retrouver inséré dans une communauté. Vous allez avoir des interactions sociales avec d'autres personnes, souvent dans un cercle plus large que votre simple cercle d'amis ou de connaissances. Et vous allez être intégré dans des groupes, dans des sous-groupes, selon vos envies, vos buts aussi dans le jeu vidéo. Et ça va entraîner forcément un risque de faire émerger des conflits ou des actions qui vont être considérées comme nuisibles par certains joueurs. Et là, la question se pose, on peut se poser la question, donc est-ce qu'on est vraiment dans une anarchie pure? On est dans un jeu, donc on fait ce qu'on veut. Ou est-ce qu'il y a quand même certaines règles de conduite qui commencent à émerger? Et si il y a certaines règles de conduite, est-ce qu'on ne peut pas appliquer le droit réel, du coup, dans ces jeux-là, dans les actions dans le jeu, ne peut-on pas appliquer le droit réel? Alors, j'avais prévu initialement de vous faire un truc en deux parties, sauf que je pense que je n'aurai jamais le temps. Je ne sais même pas depuis combien de temps j'ai commencé. Ah, c'est merde. Putain, il y a même un chrono, vous voyez, la technologie, c'est fou. Hein. Donc non, je pense que j'aurai pas le temps. Sur le Minitel. Ouais. Donc je pense que j'aurai pas le temps, je vais vous faire que la première partie, c'est même quasiment sûr. Donc je vais commencer par vous montrer que notre droit, le droit français, le droit même international, ce que vous voulez, le droit réel ne s'applique pas dans les jeux vidéo, ne s'applique pas dans les mondes virtuels, dans le cercle magique des mondes virtuels, c'est-à-dire dans cet espace-temps un peu indépendant qui est créé dans le jeu. Donc toutes les actions que vous allez faire à l'intérieur ne seront normalement pas soumises au droit. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si j'aurai le temps, donc on verra, je vais passer rapidement dessus, c'est que même s'il n'y a pas de droit, il y a quand même des règles de conduite. On ne fait pas ce qu'on veut, ce n'est pas une anarchie. Il y a des règles qui ont été établies, mais qui ne sont pas du droit. Alors, j'ai fait un titre, c'est beau, il n'y a même pas de faute, c'est merveilleux.
Donc, dans les mondes virtuels, le droit ne s'applique pas. Je vais commencer par vous montrer qu'en fait, déjà, s'il voulait s'appliquer, c'est faisable, mais c'est très difficile. Il y a des grosses difficultés pratiques à appliquer le droit dans les mondes virtuels. D'abord parce que les mondes virtuels sont en fait des mondes totalement créés par un éditeur, avec des règles propres. Quand j'entends règles, j'entends des règles physiques, c'est-à-dire les lois de la physique, les règles du monde, biologiques, etc., sont totalement créées par l'éditeur. C'est lui qui choisit ce qu'il veut faire. Donc en gros, vous allez pouvoir faire des actions qui ne sont pas possibles dans le monde réel, telles que voler, j'entends voler avec des ailes, enfin vous pouvez dérober si vous voulez, mais pas dans tous, telles que respirer sous l'eau, telles que vous téléporter, telles que faire de la magie, voir des animaux magiques, c'est fantastique. Donc ça, vous allez pouvoir le faire, chose que dans le monde réel, vous ne pouvez normalement pas faire. Enfin, si vous vous jetez du haut d'une montagne, ça risque de mal se terminer. Mais du coup, comme les règles physiques ne sont pas les mêmes, on peut déjà avoir un problème, c'est que les concepts du monde réel ne s'appliquent peut-être pas forcément dans les mondes virtuels. Alors je vais prendre un exemple, c'est l'exemple de la mort. Alors c'est pas le plus joyeux, mais c'est le plus marquant. La mort dans le monde réel, on va dire que philosophiquement, la mort a quand même quelque chose d'un peu définitif. Quand vous mourrez, à part pour les religions qui prônent la réincarnation, etc., bon, on va passer sur ça, à part pour ces religions, on peut considérer que quand vous mourrez, c'est pour la vie, enfin c'est pour la mort du coup. Ouais, le jeu de mots est mauvais, voilà. Donc quand vous mourrez, c'est une seule fois, alors que dans les jeux vidéo, la mort est relative. Donc en fait, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas dans les MMORPG, ça arrive très rarement, je crois qu'apparemment il y en a un qui existe, mais je ne suis pas sûr, moi j'ai jamais joué du moins. Dans la plupart des jeux des MMORPG, quand vous mourrez, c'est très relatif, c'est-à-dire que là, je vous ai mis 2 photos. Alors, est-ce qu'on les voit ? Oui, on les voit. Ah, c'est beau. Alors, dans celle-ci, la plus carrée, c'est dans World of Warcraft. Dans World of Warcraft, quand vous mourrez, vous êtes téléporté immédiatement au cimetière le plus proche. Vous êtes téléporté sous forme de spectre et vous devez retrouver votre corps. Donc, il y a un effet de punition, mais dès que vous avez retrouvé votre corps, vous vous réincarnez, c'est magnifique. Dans Dofus, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que quand vous mourrez, vous devenez un spectre. Et oui, ça vient de Dofus, le petit phénix, c'est un phénix. Donc vous devez aller avec votre spectre jusqu'au phénix, ça prend un temps fou, et ensuite vous vous réincarnez, vous repartez courir la campagne. Donc la mort est quelque chose de relatif, et je vais même aller plus loin, dans le jeu, notamment dans World of Warcraft, la mort dans la mort est même relative. Alors là, c'est carrément de l'inception, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous vous transformez en spectre, quand vous êtes à un cimetière, vous vous transformez en spectre, normalement les autres joueurs ne peuvent pas vous voir. C'est le principe de base. Les monstres non plus, sauf certains qui ont la capacité de vous repérer et qui ont aussi la capacité de vous taper dessus. Du coup, ils peuvent vous tuer, c'est-à-dire vous faire perdre tous vos PV. Et si vous mourrez en tant que spectre, eh ben vous revenez à un cimetière. Donc en fait, c'est circulaire. Donc c'est totalement relatif. Et ça inclut juridiquement que des concepts tels que le meurtre, tels que le génocide, ne peuvent pas s'appliquer dans les jeux vidéo, puisque l'idée de mort n'existe pas. Donc de base, là c'est une première difficulté. Ça ne veut pas dire que tous les concepts n'existent pas. Attention, on n'allait pas jusque-là. Des concepts peuvent très bien se retrouver, tels que le droit de la propriété, le vol, enfin pas le droit de la propriété, la propriété tout court. Le vol, tout ça, ça peut très bien se retrouver dans les jeux. Mais même dans ces cas où les jeux reprennent les mêmes concepts, appliquer le droit réel, tel que le droit français par exemple, tel quel dans un jeu, ça va amener des situations totalement incongrues, pour ne pas dire des paradoxes énormes. Je vais prendre un exemple qui est tout à fait frappant. Dans le monde réel, en droit pénal, il est interdit, vous pouvez le faire si vous voulez, mais ça va vous apporter des problèmes, il est pénalement répréhensible d'agresser physiquement quelqu'un. Si vous tapez votre voisin, là, vous choisissez celui de droite ou de gauche, si vous le tapez, il va vous arriver des soucis. Et en plus, il y a une circonstance aggravante si vous l'agressez pour des motifs ethniques, raciaux, ça dit, en plus je crois qu'il y est, religieux, politiques, etc. Donc c'est une circonstance aggravante, vous pourrez prendre de la prison en plus. Or, si on prend le jeu, ça passe, oui, le jeu de Dofus. Alors dans Dofus, c'est joli, vous avez 2 cités. Vous avez la cité de, alors je ne sais pas, gauche ou droite, enfin bref, la cité en blanc, c'est Bonta, la cité en noir, c'est Brakmar. Vous pourrez choisir en fait un alignement. Dans l'une, celle en blanc, forcément, vous deviendrez un ange. Dans celle en noir, vous deviendrez un démon. C'est tout à fait logique. Et dans cet alignement, ça va vous permettre en fait d'attaquer un autre joueur. Il y a même le mot agresser, d'agresser un autre joueur d'un autre alignement. Et si vous remportez le combat, vous allez gagner de l'expérience, vous allez être renforcé dans votre alignement, vous allez devenir meilleur. Et donc, si on applique notre droit réel, notre droit français
à Dofus, on peut très bien dire, et c'est même ce que je vais dire, on peut très bien dire que Dofus autorise les agressions à caractère raciste, les encourage, et même favorise les guerres de religion. Donc vous voyez, c'est un monde fabuleux. Vous pouvez y aller aussi, c'est merveilleux, vous pourrez taper des gens que vous n'aimez pas. Mais en fait, c'est tout à fait... C'est quelque chose, là, en fait, vous tapez sur des concepts qui sont totalement différents, parce que c'est une erreur très facile à faire, parce qu'en fait, le monde, la morale dans les jeux vidéo, du jeu vidéo, la morale de ce monde virtuel est totalement différente de notre morale réelle. Et ce qui nous paraît cruel dans notre monde est en fait totalement accepté, et c'est même, on peut dire, le moteur du jeu. C'est-à-dire que dans les jeux tels que World of Warcraft, tels que Dofus, tels qu'Eve Online, etc., dans tous ces jeux-là, la plupart se basent sur le principe de combat entre les joueurs et souvent de combat entre les factions. Donc c'est tout à fait accepté de frapper quelqu'un. Et même si on ne pouvait pas le faire, le jeu deviendrait carrément ennuyeux. Même à pire, ce serait carrément chiant. Donc il serait très compliqué. En fait, il ne faut pas, on ne peut pas appliquer tel quel le droit, il faudrait l'adapter. Théoriquement, c'est tout à fait faisable. Le droit français, le législateur, pourrait très bien adapter, faire un code pour chaque jeu vidéo. Il adapterait toutes les règles, ça prendrait des années, ce serait très long, mais c'est théoriquement tout à fait faisable. Un point qui est un peu plus compliqué, c'est sur ça que je vais continuer, c'est la possibilité de créer cette fois-ci, de faire en fait un acte illégal. Alors, je vais prendre l'exemple de World of Warcraft parce que c'était le plus facile, tout simplement. C'est-à-dire que le jeu vidéo a été créé entièrement par l'éditeur, enfin, par les programmeurs. Dans World of Warcraft, c'est Blizzard, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et c'est les programmeurs de Blizzard qui ont entièrement créé ce monde. Et donc, tout ce que vous pouvez faire dans le jeu, vous pouvez le faire parce que les programmeurs de chez Blizzard vous ont permis de le faire. Si vous pouvez voler, c'est parce que, en fait, des lignes de code ont été implémentées pour vous permettre de voler dans le jeu vidéo. Donc, le monde d'Azeroth que vous voyez au-dessus, qui est le monde de World of Warcraft, il serait tout à fait possible que le législateur français prenne une loi qui énoncerait du type il est interdit dans le monde d'Azeroth de circuler en dehors des routes. Ce serait tout à fait possible. Là, le législateur demain peut le faire, c'est aucun problème. Mais du coup, ce qui se passerait, c'est qu'en fait, déjà la loi, en fait, premièrement, serait à la direction non pas du joueur, mais en fait, serait à la direction de l'éditeur. Et ce que ferait de façon très probable, alors là c'est de la prospective, mais ce que ferait de façon très probable l'éditeur, c'est que, grosso modo, en fait, il vous empêcherait, il désimplémenterait toutes les possibilités de marcher hors des routes dans World of Warcraft, ce qui fait qu'en fait, le monde que vous voyez là, tout ce joli monde, se transformerait en fait à un ensemble de lignes. Ce serait un genre de guide Michelin ou de plan Tisséo de World of Warcraft. Ce serait beaucoup moins marrant, mais du coup, on serait sur une forme de droit avec une efficacité parfaite. Parce que du coup, vous ne pouvez même pas faire l'acte illégal, mais d'un autre côté, vous serez sur un droit totalement inutile. C'est-à-dire, c'est comme si dans le monde réel, on vous disait, voilà, en droit français, demain, on vous disait, les gens qui reviennent du futur n'ont pas le droit de conduire, ou il est interdit d'aller manger dans le soleil, tout à fait faisable, mais ça ne servira à rien. Enfin, pour l'instant, du moins, ça ne sert à rien. C'est complètement inutile. Tout ça pour en conclure que dans les mondes virtuels, l'application du droit serait au mieux difficile, au pire inutile. Donc déjà, ça part mal. Mais on a tous entendu, enfin du moins moi je l'ai entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on a tous entendu des histoires dans lesquelles les juges ont condamné des personnes pour vol de compte, pour piratage de compte World of Warcraft, ou on a entendu des histoires de contrats de vente, notamment pour l'achat de biens virtuels à des prix souvent exorbitants. Oui, non, peut-être, allez-y, c'est à vous. Parfait, c'est merveilleux, vous êtes magnifique. Donc oui, donc là vous allez me dire, mais du coup, si le juge en fait applique le droit réel dans les mondes virtuels, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le plus souvent, le juge va appliquer des sanctions ou va appliquer le droit non pas à l'acte dans le monde virtuel, dans le cercle magique, il va l'appliquer aux conséquences réelles, à tout ce qui a un impact sur la vie réelle. Alors, la plupart des jeux tendent à le minimiser des fois au maximum. Alors, la plupart des MMORPG vont essayer de cloisonner leur monde au maximum pour que tout ce que vous faites ne sorte jamais du monde virtuel, mais pas tous. On a souvent des jeux, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas fait de moyenne, mais on a des jeux qui font des passerelles entre le monde réel et le monde virtuel. C'est le cas notamment grâce à la monnaie virtuelle. Alors, je vous ai mis une jolie image. Je me suis fait chier à les trouver, ces trucs, alors je ne vous le dis pas. Donc, en fait, dans les deux jeux, le premier, c'est Second Life, et le deuxième, c'est Entropia Universe, qui est inconnu. Enfin, moi, du moins, je ne le connaissais pas, mais je me suis renseigné, c'est magnifique. Donc, dans le premier,
vous avez une monnaie virtuelle, le Linden Dollar, qui est convertible en monnaie réelle. Donc, c'est pas très cher. 313 Linden Dollars valent $1. Et pour Entropia Universe, 10 projects Entropia Dollars valent $1. Donc, ça inclut la possibilité de gagner de l'argent réel avec de l'argent virtuel. Ne vous y jetez pas dessus, c'est très difficile. Et souvent, on ne gagne pas grand-chose. Par contre, eux se gavent parce qu'eux vont vous vendre en fait des objets virtuels. Vous pouvez aussi acheter des objets virtuels créés par d'autres joueurs avec de la monnaie réelle et souvent à des prix exorbitants. Je vous ai mis quelques exemples, vous allez voir, ça va vous faire plaisir. Voilà, c'est les vrais montants qui sont affichés. Donc tout en haut, c'est le Club Never Die, c'est une boîte de nuit sur Entropia Universe. Les trois, c'est dans Entropia Universe. Une boîte de nuit qui a été achetée pour $650,000. Donc en euros, c'est quand même le prix d'une maison, hein, même voire de deux, ça dépend de la taille. Le Crystal Palace, qui est une station spatiale, $350,000. Et les vaisseaux mers, c'est une moyenne, là que je vous ai fait, pour vous dire, c'est $25,000 par vaisseau mère. Et c'est une moyenne, ça peut monter jusqu'à $90,000 pour les plus beaux, et ça peut descendre, des fois je crois que ça peut descendre jusqu'à $2-3,000. Donc c'est quand même pas donné. Souvent c'est acheté en groupe, il n'y a pas un mec qui dépense $650,000, sauf les plus riches. Mais il y a quand même des gens, des heureux chanceux, qui vont devenir des millionnaires, et on en a eu un exemple, notamment sur Second Life par exemple. Cette utilisatrice, c'est Anchi Chung, alors c'est une utilisatrice allemande, c'est devenue la première millionnaire de Second Life, enfin la première millionnaire dans le monde réel. Elle a même créé maintenant une agence. En fait, son business, qui était assez malin, c'est qu'elle avait acheté des biens, elle avait acheté des terres, elle faisait de la vente immobilière en fait. Elle achetait des terrains nus, elle elle créait des maisons et elle les revendait 3 fois plus cher, en plus petit. Donc c'était très malin. Dans tous ces cas-là, le droit ne va s'appliquer que parce qu'il y a une conséquence réelle. Il ne va s'appliquer que parce qu'en fait, vous allez gagner de l'argent dans le monde réel. Les contrats de vente, ça s'applique qu'aux contrats de vente qui impliquent de l'argent en dollars, qui impliquent des contrats de vente dans le monde réel. C'est-à-dire que si dans un jeu, dans un MMORPG par exemple, vous achetez une maison qui ne vaut rien, type dans The Elder Scrolls Online, on va repartir sur Skyrim, dans Skyrim qui est aussi un jeu en ligne évidemment. Si dans Skyrim, alors en plus je crois que c'est Morrowind, donc je dis une bêtise, mais bref, si dans ce jeu-là vous achetez une maison qui n'a aucune valeur réelle, vous ne passerez pas de contrat de vente sous la loi américaine. Oui, parce que la plupart des jeux sont sous la loi californienne, je vous dis d'office. Hein. Donc vous ne passerez pas de contrat de vente sous la loi californienne, pas du tout, ils s'en fichent complètement. Le contrat de vente ne s'applique que parce qu'il est dans le monde réel et parce qu'il y a de l'argent réel en jeu. De même, le fisc va venir vous chercher que parce que vous avez gagné de l'argent réel. Pour ceux qui jouent à World of Warcraft, pas de risque, hein, le fisc ne va jamais vous retrouver. Il n'y a pas de problème, vous pouvez gagner autant que vous voulez. Par contre, là, je vous parle de cas qui sont un peu plus gentils, on va dire, mais il y a des cas un peu moins sympathiques où on a une violation du droit réel. C'est souvent les cas de vol de compte. Donc avec des piratages, notamment les piratages de comptes World of Warcraft. La condamnation, là encore, on ne condamne pas parce que vous avez volé des objets dans World of Warcraft. On vous condamne parce que vous avez piraté le jeu. On vous condamne pour piratage de données et souvent parce que vous avez piraté pour des cas de propriété intellectuelle, etc. C'est très embêtant. Oui, ça fait beaucoup. De même, là j'en ai un qui est un peu plus hardcore, dans RuneScape, alors qu'il y a un jeu un peu plus ancien, dirons-nous. Dans RuneScape, il y a un cas qui a été assez peu médiatisé, mais aux Pays-Bas, ça a quand même fait parler de soi. Donc, aux Pays-Bas, 2 adolescents en ont tabassé un troisième, et en fait, ils l'ont menacé d'un couteau. En fait, sous la menace d'un couteau, ils ont forcé un troisième adolescent à leur remettre. Alors, je vous ai mis, je ne sais pas si c'est ces objets exactement, mais c'est la même catégorie, un masque et une amulette. Alors, ils l'ont frappé assez violemment, parce qu'il a quand même été pas mal de temps à l'hôpital. Donc, ils ont été condamnés, mais ils n'ont pas été condamnés. Enfin, ils ont été condamnés d'abord pour l'agression. Ensuite, ils ont été condamnés. Le tribunal a parlé de vol de biens virtuels, mais là encore, on parle de biens virtuels parce qu'ils ont une valeur réelle. Aux Pays-Bas, un bien virtuel est un bien qui a une valeur réelle, mais qui n'existe pas dans le monde physique. Alors là, ce que je voulais vous parler de quelque chose un peu limite, d'un cas qui moi, m'a fait réfléchir un petit moment. C'est le cas, alors là, je vous ai mis la haine virtuelle, mais on va voir, c'est le cas de la liberté d'expression. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être condamné, comme pour Internet, ne vous amusez pas à le faire, vous pouvez très bien être condamné pour avoir insulté quelqu'un ou pour l'avoir menacé de mort dans un jeu vidéo. C'est tout à fait possible. Si vous le faites, ça vous amène de gros problèmes. Et du coup, j'ai pris l'exemple de Dofus. Si, par exemple, dans Dofus, vous allez sur cette place, c'est la place d'Amakna, si vous allez sur cette place en plein après-midi et que vous balancez publiquement un appel à la haine raciale, quelque chose d'affreux, du type « Les Juifs sont une sous-race et je veux les massacrer tous », ça va vous amener de très gros problèmes, ne le faites pas. Donc, je crois que c'est une incitation à la haine raciale, même à la violence raciale, je ne suis pas sûr du terme exact, c'est un truc dans le genre. C'est pénalement répréhensible,
il est même très probable que l'éditeur vous balance auprès de la justice. Il va balancer votre adresse, toutes vos données personnelles pour être sûr de se couvrir. Et vous serez très probablement condamné pénalement, soit une amende, soit même à une peine de prison. Mais là encore, c'est parce que l'acte est réel. Alors, je vais prendre un exemple marquant pour tout le monde, comme ça va être sûr. Si vous allez sur cette même place, à la même heure, avec le même personnage, et que vous énoncez publiquement les Pandawas. Alors, les Pandawas, parce que personne ne connaît, bien entendu. Les Pandawas, c'est ça. J'ai une jolie image. Les Pandawas, donc c'est une race dans Dofus. Si vous dites, les Pandawas sont une sous-race et je vais les massacrer tous, et que vous ne visez que les personnages du jeu vidéo, sans aucun impact dans le monde réel, vous ne pourrez pas, enfin, du moins ça n'est jamais allé dans les tribunaux, ça ferait des jurisprudences rock'n'roll, je ne vous raconte pas, mais vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas être condamné, du moins, pour incitation à la haine raciale. Pourquoi ? Parce qu'on considère que la norme française d'incitation à la haine raciale prend en compte les groupes réels, les groupes existants, et non pas les groupes virtuels. C'est exactement la même chose pour l'insulte. En gros, si vous insultez quelqu'un dans un jeu vidéo, vous allez être condamné non pas pour avoir insulté le pauvre Pandawa, mais vous allez être condamné pour avoir insulté le joueur à côté. Si vous traitez, alors j'ai promis de pas le faire, mais c'est pas grave. Si vous traitez la vertu de la mère du joueur, vous allez être, ne le faites pas non plus, vous allez être condamné, c'est pas joli. En plus c'est très moche. Attendez, attaquer les mamans, c'est pas beau. Donc vous allez être condamné, mais non pas parce que vous avez attaqué quelqu'un dans le jeu, mais parce que vous avez attaqué une personne réelle. Vous l'avez agressé moralement. Et c'est pour cela que vous allez être condamné, parce qu'en fait, l'avatar, le Pandawa par exemple, l'avatar n'a pas d'existence propre. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un être à part entière. L'avatar, c'est un prolongement de l'identité, c'est comme votre nom, votre âge, etc. C'est une représentation graphique de vous-même dans le jeu vidéo, et il n'a pas de droit. Et heureusement d'ailleurs, parce que si l'avatar était considéré comme une personne, ça poserait des problèmes éthiques énormes. Tous les joueurs seraient des esclavagistes, en fait, ce serait terrible. Donc l'avatar, lui en soi, n'a pas d'existence propre. Du coup, quand vous insultez un avatar, en gros, vous insultez souvent le joueur derrière. Et vous allez être condamné pour ça. Ce que je voulais vous montrer, et là, je crois que je dépasse un peu. J'ai encore 5 minutes facile. J'ai encore 5 minutes, magnifique. Je n'avais pas prévu le PowerPoint pour le reste, mais je vais le faire un peu plaisir, ça va être super. Donc, ce que je voulais vous montrer, du coup, c'est que le monde virtuel, le cercle magique, reste un petit peu inviolé par le droit. Le droit ne s'y applique pas, ou du moins, il pourrait s'y appliquer, mais pour l'instant, le droit n'a pas encore pénétré à l'intérieur du cercle magique, et on peut penser qu'il ne le fera pas. On pourrait même penser que si le droit s'appliquait, ça tuerait un peu le jeu. Appliquer le droit français dans World of Warcraft, je vous assure, le jeu deviendrait carrément moins rigolo. Donc, on peut considérer que ce serait la mort du jeu vidéo. Par contre, j'ai quand même fait le titre, parce que je suis quelqu'un de prévoyant. Par contre, il existe quand même des règles de conduite. Vous ne pouvez pas tout faire dans un jeu vidéo, vous n'êtes pas complètement libre. Et ces règles de conduite sont notamment des règles faites par plusieurs acteurs, deux en particulier. Le premier, celui qu'on peut considérer comme étant un peu le dieu dans le monde virtuel, c'est l'éditeur. Celui qui crée le monde, c'est lui qui crée les règles. Et il les crée notamment au travers d'un papier, d'un contrat. C'est le contrat de licence utilisateur final. J'ai mis du temps à l'apprendre, celui-ci. C'est ce qui s'appelle le CLUF. En gros, c'est ce que personne ne lit. Vous, moi, on n'en a jamais lu un. Moi, j'en ai lu 20 pour vous. Je vous assure, c'est chiant à mourir. Personne ne le lit. C'est le truc sur Internet, c'est le truc que tout le monde fait défiler jusqu'en bas rapidement et vous cliquez sur « J'ai lu et accepté ». Vous ne savez pas ce que vous acceptez, c'est très mauvais d'ailleurs parce qu'au niveau données personnelles, c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, personne ne le lit. Et c'est lui qui va fixer en fait les règles que vous pourrez faire, ce que vous pourrez faire dans le jeu et les sanctions possibles. Le plus souvent, dans les MMORPG, les sanctions sont la suspension du compte, le bannissement, et de manière plus originale, dans Final Fantasy, par exemple, le 14, vous pouvez être mis dans une prison virtuelle pendant quelques jours. C'est pas sympa, vous vous ennuyez un bon moment, mais c'est possible, c'est une zone carrée, il n'y a rien à faire, vous vous ennuyez, c'est une prison virtuelle, c'est un petit peu original, mais le plus souvent, on vous bannit, tout simplement. On vous exclut du jeu pour une durée soit temporaire, soit vraiment pour les cas les plus graves, à l'infini. Je ne trouve plus mon mot, mais c'est pas grave, on va passer à vie, exactement, magnifique. Même à mort, du coup, parce que si vous êtes mort, vous ne pouvez pas revenir. Donc, en gros, vous pourrez être sanctionné, et souvent, les contrats d'utilisation reprennent des règles de la vie réelle, notamment ils interdisent le harcèlement, ils interdisent les insultes, etc. Mais ils interdisent aussi des choses un peu plus originales. Alors, il y en a certains,
C'est dommage que j'ai pas fait de PowerPoint, tu vois, j'aurais dû être plus prévoyant. Il y en a certains qui interdisent, notamment au World of Warcraft, c'est magnifique, dans le choix du nom, en fait on vous encadre, vous ne pouvez pas choisir le nom que vous voulez, et souvent on vous interdit de prendre des morceaux de phrases, et dans le contrat de licence de World of Warcraft, il est expressément cité, c'est mis noir sur blanc, vous n'avez pas le droit de vous appeler J'aime le bœuf. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous n'avez pas le droit de vous appeler non plus Dans ta face. Alors vous pourrez chercher, j'ai cherché, dans toutes les langues, personne ne s'appelle comme ça. En soi, personne ne veut s'appeler J'aime le bœuf, on s'en fout. Donc c'est déjà original. C'est un peu veganphobe, quoi, j'aime le bœuf. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est un plaisir. Ils s'amusent comme ils peuvent, hein, vous savez, c'est chiant d'écrire, alors bon, on s'en fout. Continuons. Donc, vous n'avez pas le droit non plus, dans RunEscape, par exemple, vous n'avez pas le droit de draguer en ligne. C'est interdit, c'est pas un site de rencontre. Donc, pour tous les amateurs qui voudraient trouver l'amour sur RunEscape, non, vous ne le trouverez pas, vous pourrez être banni pour ça, c'est triste. Ils sont pas très ouverts, quoi. Donc, en fait, c'est des règles qui vont un peu plus loin. Le plus souvent, c'est des règles qui visent au bon déroulement du jeu. Donc, tout ce qui peut nuire au bon déroulement du jeu sera interdit. Ensuite, d'autres règles vont être créées par les joueurs eux-mêmes. Les joueurs eux-mêmes, notamment au travers du système de guildes. Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué à un jeu en ligne, une guilde, c'est une institution créée par un joueur dans lequel vont se regrouper un grand nombre de joueurs, des fois 0 si vous n'avez vraiment pas d'amis même en ligne. Donc, normalement, ça regroupe quand même au moins 2. Et dans lequel il y aura des grades, ça peut être hiérarchisé, vous aurez des pouvoirs, il y aura une fiscalité propre, etc. Donc là, il va y avoir des règles qui vont être créées par les joueurs eux-mêmes. Souvent, ils se créent une forme de constitution en s'imposant des règles. Souvent, c'est des règles de temps de jeu. Par exemple, vous êtes obligé de jouer un certain nombre d'heures par semaine, ou c'est des règles de comportement. Si un membre de la guilde se fait agresser, vous devez aller le secourir. C'est mis, ça peut être mis. Alors là, c'est la guise de l'imaginaire, ils font ce qu'ils veulent. Mais du coup, ils vont se créer des règles qui vont être sanctionnées aussi, parce que vous pouvez être banni de la guilde. Vous pouvez être aussi rétrogradé s'il y a une hiérarchie. Dans ces cas-là, on voit que les joueurs vont s'imposer à leur groupe, vont imposer leurs propres règles à leur groupe. Et enfin, ça va être le cas, j'ai fait très vite, mais heureusement, parce que sinon vous allez commencer à vous ennuyer, même si vous vous ennuyez peut-être déjà. Mais ne me le dites pas, ça me fait mal, je vais pleurer. Donc, en gros, il y a une dernière forme de règle, c'est plus un genre de morale. Il y a une forme de morale créée par la communauté de joueurs. Souvent, c'est des règles qui vont être sanctionnées juste par le mépris des autres joueurs. Souvent en considérant que vous avez fait un acte qui n'est pas fair-play, qui est déshonorant. Alors c'est le cas pour les actes un peu généraux, c'est le cas notamment quand un joueur de très haut niveau attaque des joueurs de très bas niveau. On considère que c'est vraiment pas fair-play, c'est moche de faire ça. Du coup, on va considérer qu'en gros, il ne faut pas le faire, c'est pas bien. Vous aurez le mépris des autres joueurs, on va vous considérer souvent comme, alors je ne vais pas dire de mots d'insulte, mais comme quelqu'un de pas très recommandable. De même, attaquer quelqu'un à un point de réincarnation, quand il est en état de faiblesse, c'est considéré comme déshonorant. Ensuite, pour des trucs un peu plus pointus, je vais pas aller très loin, pour des trucs type le twink, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire que créer un joueur de très bas niveau, et en fait un autre joueur de très haut niveau lui donne des objets très chers et très forts. En fait, ça fait des joueurs de très bas niveau qui sont cons comme leurs pieds, qui sont nuls, mais par contre qui ont un énorme équipement et qui vont tuer tout le monde. Donc ça, c'est considéré comme un peu la bassesse du jeu vidéo. Les autres joueurs, c'est un peu le gros mépris. Ou de même ce qui s'appelait le Leroy, maintenant ça s'appelle comme ça. Leroy Jenkins. Voilà, exactement. Moi, j'aurais pas fait l'imitation, mais c'est à la guise du plaisir. Chacun se fait plaisir comme il peut. Enfin bref. Donc, contre toi, donc le Leroy, en fait, c'est le fait de pourrir une action de groupe. Souvent, c'est en fait, vous vous faites chier dans un donjon à prévoir une bonne stratégie bien béton, et il y a un mec qui part tout seul, tout droit dans la fosse au lion, et vous vous faites déglinguer parce que le type est parti tout seul. Il s'est dit, allez, go, j'y vais. Donc ça, c'est pas sanctionné, mais en fait, vous allez avoir le mépris de la communauté des joueurs. Donc c'est la dernière règle. Est-ce que j'ai le temps quand je continue? Non. Bon, alors je vais arrêter là. Du coup, pour vous montrer quand même que dans les jeux, il y a quand même des règles de conduite. Et souvent, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous l'annonce juste, souvent c'est dictatorial. C'est-à-dire qu'en gros, ces règles-là sont appliquées par celui qui a le plus de pouvoir. Celui qui peut vous bannir, c'est celui qui a le pouvoir. Et c'est celui qui va vous appliquer ce qu'il veut. Donc en gros, l'éditeur peut faire ce qu'il veut de vous. Et comme personne ne lit le CLUF, il fait souvent ce qu'il veut de vous d'ailleurs. Il balance toutes vos données à tout le monde, il les vend, il se fait un fric fou, c'est génial. Enfin, vous êtes une masse de pognon qui frappe dedans. C'est exceptionnel. Donc en gros, celui qui a le plus de pouvoir, c'est celui qui va poser les règles dans les jeux vidéo. Et je conclurai un peu sur ça, le fait que certains ont demandé, alors certains personnes au placé, il y a un député anglais qui a demandé à ce qu'on applique le droit réel dans les jeux vidéo. Je conclurai en disant qu'en fait, ce qu'on lui donne souvent, comme c'est un peu une phrase, une répétition qu'on dit tout le temps, en gros, pour appliquer le droit dans les jeux vidéo, ça ne sert à rien parce qu'en fait, ce n'est qu'un jeu. Donc ça sert à rien. Quelle conclusion
Donc, j'ai même fait, vous avez vu, j'ai même fait un truc de fin avec un game over, c'est fantastique. Je m'éclate comme un fou. Donc, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de vous parler. J'étais très content. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir supporté pendant une demi-heure. Ça dure 30 minutes pile, j'ai été parfait. On s'applaudit mutuellement. Attends, on va peut-être laisser des questions, s'il y a des questions. Alors attendez, vous pouvez partir, vous en faites pas, hein, vous n'avez pas aucune obligation de rester. Maintenant, c'est un peu le jeu dont vous êtes le héros, c'est à vous de nous poser des questions. Donc si vous avez des questions, pas de souci, on va y répondre. Allez-y, faites-vous plaisir. Si vous n'en avez pas de problème non plus. N'ayez pas peur. Si vous avez peur de commencer par la première question, on va commencer par la deuxième, du coup, directement. C'est la vanne de bio. Non, oui, je sais. Bon, ben... alors, attendez, peut-être que... On lui passe le micro, parce que sinon on va... Oui, si, il faut le micro. Ou sinon parler, allez-y. Non, il faut le micro. Ah oui. Bah attendez, vous allez la refaire avec le micro parce qu'on me dit qu'en fait il n'y aura pas le son. Et oui, parce que le son est branché directement sur le... C'est pour ça. Non, mais tout à fait, tu peux le dire. Oui. C'est juste une remarque pour dire qu'en Corée du Sud, l'État reconnaît le droit à la propriété dans les jeux. Donc par exemple, si un joueur vole un objet à un autre joueur, l'État va obliger, celui qui se fait léser porte plainte, l'État va obliger le voleur à rendre l'objet et parfois va aussi le sanctionner. C'est moi qui je me lève. Vas-y, fais porte-micro. Oui, c'est vrai que vous avez raison. Enfin, je ne connais pas du tout les règles de la Corée du Sud, donc je suis très content de le savoir. Non, pour le coup, c'est vrai, en plus, pas du tout une critique. Par contre, du coup, ce qui est là encore, ça nuit pas forcément au caractère, parce que du coup, la propriété est reconnue. Il faut savoir, est-ce qu'on reconnaît la propriété sur des biens qui ont des valeurs marchandes ? C'est-à-dire que, est-ce que si vous volez, par exemple, dans un jeu type World of Warcraft, du minerai ou de la laine à un autre joueur qui ne vaut rien, en gros, enfin, souvent, vous ne pouvez pas le faire, de toute façon, donc en soi, est-ce que ça pourrait être condamnable ? C'est là la question à se poser. Parce qu'effectivement, même dans Second Life, par exemple, on reconnaît alors, c'est pas vraiment une propriété, c'est plus un contrat de licence. Je vais pas me mettre dans la caméra, parce qu'on voit mon torse, c'est affreux. Donc, je vais m'avancer. Donc, c'est plus un contrat de licence, donc c'est en fait une propriété partielle. On la reconnaît, mais c'est parce que le bien, en fait, a une valeur marchande, et non pas non pas pour un bien qui ne vaut rien dans le monde réel. Mais oui, effectivement, on reconnaît des fois le droit de propriété. Une autre question ? Oui. Alors, je vais vous passer le micro. Je fais mon sport de la journée. Ça va, t'as jamais fait le micro dans un colloque ? En fait, du coup, ma question, c'est par rapport au préjudice moral dans les MMORPG. Par exemple, je donne une situation, imaginons, moi, j'ai 20 ans, je joue à un MMORPG, et il y a un gamin de 12 ans qui joue, et moi, dans ce MMORPG, j'arrête pas de le tuer jusqu'à qu'il se mette à pleurer et tout. Est-ce que ça peut avoir des conséquences juridiques ? Vous êtes un sadique, quoi, c'est terrible. Mon Dieu. je vous imagine, non pas vous personnellement, mais harceler le pauvre gamin jusqu'à ce qu'il pleure et tout, c'est terrible. Donc, oui, mais là encore, en fait, si vous êtes condamné, alors pas parce que vous l'avez fait pleurer, je pense que l'État s'en fout. Par contre, si le gamin se suicide, c'est arrivé, rigolez pas, c'est arrivé. Hein. C'est arrivé sur World of Warcraft, des gens qui ont perdu leur compte et le mec s'est suicidé. Attendez, c'est horrible, j'ai l'impression, non, je vais pas mettre comme ça, c'est affreux. Donc, ouais, c'est arrivé dans World of Warcraft qu'une personne se suicide parce que son compte avait disparu. Donc, là, je pense que vous allez pouvoir être condamné, mais non pas pour l'acte, vous êtes condamné pour le suicide, en fait, pour avoir poussé au suicide. Mais du coup, on ressort là encore de l'acte dans le jeu. Un acte purement dans le jeu, il y en a eu. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit clair pour tout le monde. Un exemple. Attendez, si j'en ai un, est-ce que j'en ai un ? Oui, j'en ai eu un. Alors, je ne connais plus le nom c'était un monde virtuel, je ne sais plus. En gros, dans un monde virtuel, il y avait eu un monsieur, je crois, qui avait créé. En fait, il avait créé un genre d'annuaire de tous les sites intéressants à voir dans le monde. Et dans ce monde, il y avait une femme qui détenait un aéroport et qui n'était pas contente parce que du coup, elle n'apparaissait pas dans le jeu. Elle n'apparaissait pas dans l'annuaire. Et du coup, là, c'était le conflit mondial. Bon, en même temps, ils n'étaient pas très nombreux à l'époque. C'était un jeu des années 80 ou 90. Donc, c'était vraiment le début du jeu vidéo. Mais du coup, on est vraiment là dans un truc qui est purement une game. Le conflit, il y avait eu un vrai conflit, une vraie question de droit qui s'était posée entre eux. Alors, comment sélectionner ? Est-ce qu'on pouvait le condamner ? Est-ce qu'on pouvait le forcer ? Au final, ça s'était terminé à l'amiable. Mais là, du coup, on est sur des actes complètement hors jeu et ces actes-là ne peuvent pas être, ces conflits-là ne pourront pas aller devant un juge. Par contre, effectivement, si vous faites malheureusement se suicider ce pauvre enfant de 12 ans, ouais, là, vous pourrez être condamné.
Ouais, parce qu'en fait, je pense, alors, je suis pas sûr, je suis pas un très bon pénaliste, mais je pense qu'on va appeler ça, on va peut-être pouvoir vous condamner sur du harcèlement moral. Effectivement, ça va passer sur du harcèlement à ce stade, je pense. Que ce sera du harcèlement. Alors ne le faites pas, vous amusez pas à harceler un pauvre enfant de 12 ans, c'est triste. Enfin, ça peut vous donner un sentiment de puissance, mais quand même. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le tribunal de League of Legends, en fait, il marche d'une façon assez unique. C'est-à-dire que les gens publient des votes. Donc le tribunal est public, enfin, je ne l'ai plus apparemment. Mais est-ce que ça peut être considéré comme du droit? Ou est-ce qu'on reste dans les règles de conduite de l'éditeur? Alors oui, excusez-moi, parce que je pensais que vous continuiez, donc du coup je vous écoutais. En fait, alors le tribunal de League of Legends, c'est quelque chose de passionnant. Pour une fois, ils ont essayé de faire un truc un peu original. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, alors ce qu'ils voulaient mettre en place, ça a été arrêté parce qu'ils sont en train d'essayer de mettre le mécanisme. En gros, ce qu'ils voulaient mettre en place, c'est un genre de vote. Il y a un certain nombre de joueurs sélectionnés qui, on leur montrera une action qui est considérée comme nuisible et on leur demandera de voter. Est-ce que cette action est nuisible ou pas? Si 50% de oui pour le nuisible, hop, il est suspendu pendant un certain temps. Là, en fait, c'est pas du droit à mon sens, dans le sens que moi j'ai défini, c'est-à-dire que c'est pas du droit réel. Puisqu'en fait, on est dans les règles de l'éditeur, c'est pas. En gros, les tribunaux français, c'est la législation française s'en fiche. Oh, peut-être du droit de la consommation, si on attaque le plus. Mais non, ce sera des règles de conduite créées par l'éditeur, ouais. Surtout que c'est l'éditeur qui le met en place. Et c'est quelque chose de très opaque d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si on attend pour d'autres questions. Ça va être la fin. Bon, désolé. Enfin, désolé, peut-être pas. Si vous voulez les poser en off, vous pouvez. Oui, toujours... après, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir si vous avez des questions. Je vais juste dire un petit mot. Donc déjà, merci de votre attention et je pense qu'on peut remercier nos conférenciers pour avoir accepté de faire cette conférence avec nous. Et un petit mot sur la Corpo aussi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association étudiante de la fac. Et si vous avez des idées pour des futures conférences ou si vous avez envie de vous investir, vous pouvez venir au local de la Corpo. Et voilà. Merci.